15 Iseux au Blanchemin. Les amants ne pouvaient ni vivre ni mourir l'un sans l'autre. Séparés, ce n'était pas la vie ni la mort, mais la vie et la mort à la fois. Par les mers, les îles et les pays, Tristan voulait fuir sa misère. Il revit son pays de Launois, où Rohalte le foie tenant reçut son fils avec des larmes de tendresse. Mais ne pouvant supporter de vivre dans le repos de sa terre, Tristan s'enfuit par les duchés et les royaumes, cherchant les aventures. Du Launois en Frise, de Frise en Gavois, d'Allemagne en Espagne, il servit maints seigneurs, acheva maintes emprises. Hélas, pendant 2 années, nulle nouvelle ne lui vint de la Cornouaille, nul ami, nul message. Alors il crut qu'Iseux s'était déprisée de lui et qu'elle l'oubliait. Or, il advint qu'un jour, chevauchant avec le seul Gorvenal, il entra sur la terre de Bretagne. Ils traversèrent une plaine dévastée. Partout des murs ruinés, des villages sans habitants, des champs essartés par le feu, et leurs chevaux foulaient des cendres et des charbons. Sur la lande déserte, Tristan songea. Je suis là et recrus. De quoi me servent ces aventures? Madame est au loin, jamais je ne la reverrai. Depuis 2 années que ne m'a-t-elle fait quérir par les pays? Pas un message d'elle. À Tintagel, le roi l'honore et la serre, elle vit en joie. Certes, le grelot du chien enchanté accomplit bien son œuvre. Elle m'oublie, et peu lui chaud des deuils et des joies d'antan, peu lui chaud du chétif qui erre par ce pays désolé. À mon tour, n'oublierai-je jamais celle qui m'oublie? Jamais ne trouverai-je qui guérisse ma misère? Pendant 2 jours, Tristan et Gorvenal passèrent les champs et les bourgs, sans voir un homme, un coq, un chien. Au 3e jour, à l'heure de nonne, ils approchèrent d'une colline où se dressait une vieille chapelle, et tout près, l'habitacle d'un ermite. L'ermite ne portait point de vêtements tissés, mais une peau de chèvre avec des haillons de laine sur l'échine. Prosterné sur le sol, les genoux et les coudes nus, il priait Marie-Madeleine de lui inspirer des prières salutaires. Il souhaita la bienvenue aux arrivants, et tandis que Gorvenal établait les chevaux, il désarma Tristan puis disposa le manger. Il ne leur donna point de mets délicats, mais de l'eau de source et du pain d'orge pétri avec de la cendre. Après le repas, comme la nuit était tombée et qu'ils étaient assis autour du feu, Tristan demanda quelle était cette terre ruinée. « Beau seigneur, dit l'ermite, c'est la terre de Bretagne que tient le duc Hoël. C'était naguère un beau pays, riche en prairies et en terres de labour. Ici des moulins, là des pommiers, là des métairies. Mais le comte Riol de Nantes y a fait le dégât. Ces fourrageurs ont partout bouté le feu et de partout enlevé les proies. Ces hommes en sont riches pour longtemps, ainsi va la guerre. » Frère, dit Tristan, pourquoi le comte Riol a-t-il ainsi honni votre seigneur Hoël? Je vous dirai donc, seigneur, l'occasion de la guerre. Sachez que Riol était le vassal du duc Hoël. Or, le duc a une fille, belle entre les filles de hauts hommes, et le comte Riol voulait la prendre à femme. Mais son père refusa de la donner à un vassal, et le comte Riol a tenté de l'enlever par la force. Bien des hommes sont morts pour cette querelle. Tristan demanda. Le duc Hoël peut-il encore soutenir sa guerre? À grand-peine, seigneur. Pourtant son dernier château, Carhaix, résiste encore car les murailles en sont fortes, et fort est le cœur du fils du duc Hoël, Caërdin, le bon chevalier. Mais l'ennemi les presse et les affame. Pourront-ils tenir longtemps? Tristan demanda à quelle distance était le château de Carhaix. Sire, à 2 milles seulement. Ils se séparèrent et dormirent. Au matin, après que l'ermite eut chanté et qu'ils eurent partagé le pain d'orge et de cendre, Tristan prit congé du prud'homme et chevaucha vers Carhaix. Quand il s'arrêta au pied des murailles closes, il vit une troupe d'hommes debout sur le chemin de ronde et demanda le duc. Hoël se trouvait parmi ces hommes avec son fils Caërdin. Il se fit connaître et Tristan lui dit « Je suis Tristan, roi de Launois, et Marc, le roi de Cornouailles, est mon oncle. J'ai su, seigneur, que vos vassaux vous faisaient tort
et je suis venu pour vous offrir mon service. Hélas, sire Tristan, passez votre voie et que Dieu vous récompense. Comment vous accueillir céans? Nous n'avons plus de vivres, point de blé, rien que des fèves et de l'orge pour subsister. Qu'importe, dit Tristan, j'ai vécu dans une forêt pendant 2 ans, d'herbes, de racines et de venaisons, et sachez que je trouvais bonne cette vie. Commandez qu'on m'ouvre cette porte. Caerdin dit alors, recevez-le, mon père, puisqu'il est de tel courage, afin qu'il prenne sa part de nos biens et de nos maux. Ils l'accueillirent avec honneur. Caerdin fit visiter à son hôte les fortes murailles et la tour maîtresse, bien flanquée de bretèches palissadées, où s'embusquaient les arbalétriers. Des créneaux il lui fit voir dans la plaine, au loin, les tentes et les pavillons plantés par le contriol. Quand ils furent revenus au seuil du château, Caerdin dit à Tristan, « Or, bel ami, nous monterons à la salle où sont ma mère et ma sœur. » Tous deux, se tenant par la main, entrèrent dans la chambre des femmes. La mère et la fille, assises sur une courte pointe, paraient d'orfroy une pelle d'Angleterre et chantaient une chanson de toile. Elle disait comment belle Dohette, assise au vent sous l'épine blanche, attend et regrette Dohon, son ami, si lent à venir. Tristan les salua et elles le saluèrent, puis les 2 chevaliers s'assirent auprès d'elle. Caerdin montrant l'étole que brodait sa mère. Voyez, dit-il, bel ami Tristan, quelle ouvrière est madame. Comme elle sait à merveille orner les étoles et les chasubles pour en faire aumône aux moutiers pauvres. Et comme les mains de ma sœur font courir les fils d'or sur ce samite blanc. Parfois, belle-sœur, c'est adroit que vous avez nom Iseux au blanchemin. Alors Tristan, connaissant qu'elle s'appelait Iseux, sourit et la regarda plus doucement. Or, le contriol avait dressé son camp à 3000 de carré, et depuis bien des jours, les hommes du duc Hoël n'osaient plus, pour l'assaillir, franchir les barres. Mais dès le lendemain, Tristan, Caerdin et 12 jeunes chevaliers sortirent de carré, les haubers endossés, les aumes lacés, et chevauchèrent sous des bois de sapin jusqu'aux approches des tentes ennemies. Puis s'élançant de la guet, ils enlevèrent par force un charroi du contriol. À partir de ce jour, variant maintes fois ruses et prouesses, il culbutait ses tentes mal gardées, attaquait ses convois, navrait et tuait ses hommes, et jamais il ne rentrait dans Carré sans y ramener quelque proie. Par là, Tristan et Caerdin commencèrent à se porter foi et tendresse, tant qu'ils se jurèrent amitié et compagnonnage. Jamais ils ne faussèrent cette parole, comme l'histoire vous l'apprendra. Or, tandis qu'il revenait de ses chevauchées, parlant de chevalerie et de courtoisie, souvent Caerdin louait à son cher compagnon sa sœur Iseux au blanchemin, la simple, la belle. Un matin, comme l'aube venait de poindre, un guetteur descendit en hâte de sa tour et courut par les salles en criant « Seigneur, vous avez trop dormi, levez-vous, Riol vient faire la saillie. » Chevaliers et bourgeois s'armèrent et coururent aux murailles. Ils virent dans la plaine briller les aumes, flotter les pénons de sandales et tout l'ost de Riol qui s'avançait en belle aurora. Le duc Hoël et Caerdin déployèrent aussitôt devant les portes les premières batailles de chevaliers. Arrivés à la portée d'un arc, ils brochèrent les chevaux, lances baissées, et les flèches tombaient sur eux comme pluie d'avril. Mais Tristan s'armait à son tour avec ceux que le guetteur avait réveillés les derniers. Il lasse ses choses, passe le bliot, les houseaux étroits et les éperons d'or. Il endosse le haubert, fixe le aume sur l'aventail. Il monte et prône son cheval jusque dans la plaine, et paraît, l'écu dressé contre sa poitrine, en criant « Carré !» Il était temps. Déjà les hommes d'Hoël reculaient vers les belles. Alors il fit beau voir la mêlée des chevaux abattus et des vassaux navrés, les coups portés par les jeunes chevaliers, et l'herbe qui sous leurs pas devenait sanglante. En avant de tous, Caerdin s'était fièrement arrêté, en voyant poindre contre lui un hardi baron, le frère du contriol. Tous deux se heurtèrent des lances baissées. Le Nantais brisa la sienne sans ébranler Caerdin, qui d'un coup plus sûr écartela l'écu de l'adversaire et lui planta son fer bruni dans le côté jusqu'au gonfanon.
Soulevé de selle, le chevalier vide les arçons et tombe. Au cri que poussa son frère, le comte Riol s'élança contre Caerdin, le frein abandonné. Mais Tristan lui barra le passage. Quand ils se heurtèrent, la lance de Tristan se rompit à son poing, et celle de Riol, rencontrant le poitrail du cheval ennemi, pénétra dans les chairs et l'étendit mort sur le pré. Tristan, aussitôt relevé, l'épée fourbie à la main. « Couard, dit-il, la malmort à qui laisse le maître pour navrer le cheval. Tu ne sortiras pas vivant de ce pré. » « Je crois que vous mentez, répondit Riol en poussant sur lui son destrier. Mais Tristan esquiva l'atteinte et, levant le bras, fit lourdement tomber sa lame sur le aume de Riol, dont il embarra le cercle et emporta le nasal. La lame glissa de l'épaule du chevalier au flanc du cheval, qui chancela et s'abattit à son tour. Riol parvint à s'en débarrasser et se redressa. À pied tous deux, l'écu troué, fendu, le haubert démaillé, ils se requièrent et s'assaillent. Enfin Tristan frappe Riol sur l'escarboucle de son aume, le cercle cède, et le coup était si fortement asséné que le baron tombe sur les genoux et sur les mains. « Relève-toi si tu peux, vassal, lui cria Tristan. À la malheur es-tu venu dans ce champ, il te faut mourir. » Riol se remet en pied, mais Tristan l'abat encore d'un coup qui fendit le aume, trancha la coiffe et découvrit le crâne. Riol implora merci, demanda la vie sauve, et Tristan reçut son épée. Il la prit à temps, car de toutes parts les Nantais étaient venus à la rescousse de leur seigneur. Mais déjà, leur seigneur était recréant. Riol promit de se rendre en la prison du duc Hoël, de lui jurer de nouveau hommage et foi, de restaurer les bourgs et les villages brûlés. Par son ordre, la bataille s'apaisa et son hôte s'éloigna. Quand les vainqueurs furent rentrés dans Carhaix, Caerdin dit à son père : « Sire, mandez Tristan et retenez-le. Il n'est pas de meilleur chevalier, et votre pays a besoin d'un baron de telle prouesse. » Ayant pris le conseil de ses hommes, le duc Hoël appela Tristan. « Ami, je ne saurais trop vous aimer, car vous m'avez conservé cette terre. Je veux donc m'acquitter envers vous. Ma fille, Iseux aux blanches mains, est née de ducs, de rois et de reines. Prenez-la, je vous la donne. »« Sire, je la prends, dit Tristan. »« Ah, Seigneur, pourquoi dit-il cette parole ? Mais pour cette parole, il mourut. » Jour est pris, terme fixé. Le duc vient avec ses amis, Tristan avec les siens. Le chapelain chante la messe. Devant tous, à la porte du moutier, selon la loi de Sainte-Église, Tristan épouse Iseux aux blanches mains. Les noces furent grandes et riches. Mais la nuit venue, tandis que les hommes de Tristan le dépouillaient de ses vêtements, il advint qu'en retirant la manche trop étroite de son bliou, ils enlevèrent et firent choir de son doigt son anneau de jaspe vert, l'anneau d'Iseux la blonde. Il sonne clair sur les dalles. Tristan regarde et le voit. Alors son ancien amour se réveille, et Tristan connaît son forfait. Il lui ressouvint du jour où Iseux la blonde lui avait donné cet anneau. C'était dans la forêt où pour lui elle avait mené l'âpre vie. Et couché auprès de l'autre Iseux, il revit la hutte du mauroy. Par quelle forçainerie avait-il en son cœur accusé son ami de trahison ? Non, elle souffrait pour lui toute misère et lui seul l'avait trahi. Mais il prenait aussi en compassion Iseux, sa femme, la simple, la belle. Les deux Iseux l'avaient aimé à la malheur. À toutes les deux, il avait menti sa foi. Pourtant, Iseux aux blanches mains s'étonnait de l'entendre soupirer, étendue à ses côtés. Elle lui dit enfin, un peu honteuse : « Cher Seigneur, vous ai-je offensé en quelque chose ? Pourquoi ne me donnez-vous pas un seul baiser ? Dites-le-moi que je connaisse mon tort, et je vous en ferai belle amendise, si je puis. » « Ami, dit Tristan, ne vous courroucez pas, mais j'ai fait un vœu. Naguère, en un autre pays, j'ai combattu un dragon, et j'allais périr, quand je me suis souvenu de la Mère de Dieu. Je lui ai promis que, délivré du monstre par sa courtoisie, si jamais je prenais femme tout un an, je m'abstiendrais de l'accoler et de l'embrasser. Or donc, dit Iseux aux blanches mains, je le souffrirai bonnement. Mais quand les servantes au matin lui ajustèrent la guimpe des femmes épousées, elle sourit tristement,
et songea qu'elle n'avait guère droit à cette parure.